Donc première chose à faire, c'est de choisir une des 3 factions en fonction de vos affinités, ce qui vous plaît le plus. Donc dans la boîte de base, on a la faction château, la faction donjon et la faction nécropole. Sachez qu'avec les extensions, vous aurez aussi la possibilité d'avoir d'autres factions. Là, dans le prototype, j'ai une version où les cartes de ville ne sont pas la version définitive. Là aussi, pour ce tracker-là, vous allez voir que c'est beaucoup plus pratique avec ce que vous aurez dans le Kickstarter. Alors le choix de la faction n'est pas juste esthétique, vous allez avoir des compétences différentes. Donc vous choisissez aussi votre héros de départ, même dans la faction château, je vais choisir de jouer soit avec Catherine, soit avec Ryan. À chaque fois, ils vont avoir des compétences différentes, et puis il y en a un qui est axé plutôt magie, vous avez le petit chapeau, et l'autre qui est axé plutôt might, plutôt combat. Alors une des choses aussi qui va vraiment orienter votre choix, c'est les créatures que vous allez avoir dans chacune des factions, parce qu'elles sont toutes différentes, il n'y a pas de créatures génériques que vous allez retrouver dans les différentes factions, et puis c'est elles qui vont apporter vraiment un style de jeu le plus particulier. Donc voilà, si vous avez envie de jouer le Black Dragon, vous savez que vous allez jouer donjon. Ce qui va vous différencier aussi, c'est au sein de votre cité, les bâtiments que vous allez avoir à construire. Alors esthétiquement, bien sûr, ils sont différents, mais quand vous allez les retourner, vous allez avoir des compétences différentes pour la plupart des bâtiments. Donc il y a des bâtiments génériques qui permettent par contre de construire les unités, mais après vous avez des petites spécificités pour chacune des factions. Donc pour ma part, je vais choisir la faction bleue, et oui, vous en doutiez, et puis avec la jolie Catherine. Alors le jeu vous propose plusieurs modes de jeu qui sont dans le Mission Book. Donc vous avez le Clash Mode. Donc le Clash Mode, c'est le plus classique, le plus traditionnel. Vous jouez en mode compétitif les uns contre les autres, et vous avez 3 types de scénarios où à chaque fois vous allez avoir des ressources un petit peu différentes, des objectifs différents, des placements de cartes assez différents. Voilà, ça vous le regarderez vous-même. Ensuite, vous avez le mode coopératif. Donc ça, c'est si vous avez envie de rester amis avec vos partenaires de jeu. Là aussi, vous avez des façons différentes de jouer. Je ne vais pas rentrer vraiment dans les détails du placement parce que de toute façon, ça va être différent et expliqué vraiment en détail. Et le dernier mode de jeu, c'est le mode campagne. Donc le mode campagne, c'est des scénarios un petit peu narratifs avec des actions déclenchées qui peuvent se jouer très bien aussi tout seul. Donc voilà, vous avez ce côté narratif. Par contre, vous n'avez que 3 missions dans cette version de prototype que j'ai, donc je ne sais pas. Peut-être qu'il y en aura plus dans la version finale, mais en tout cas là, vous avez 3 scénarios de campagne. Pour l'exemple, on va faire un clash mode. Pour gagner, il faut simplement détruire l'adversaire et capturer sa ville de départ. Et je vais choisir le scénario Monk's Retreat. Donc ça va nous donner le map setup, donc c'est-à-dire comment positionner les tuiles de départ, les ressources avec lesquelles on va démarrer la partie, l'income. L'income, c'est à chaque fois qu'il y aura un tour de ressources, vous allez gagner ici par exemple 15 pièces, 2 pierres et 1 cristal. On a aussi le type de bâtiment qu'on va avoir au départ, et puis les unités avec lesquelles on va commencer. Alors, je ne l'ai pas montré tout à l'heure, mais chaque faction a aussi une tuile de départ dans laquelle vous allez commencer votre aventure, et quelques ressources qui sont directement accessibles. Pour la construction de la map, vous avez donc des tuiles qui sont numérotées, donc 2 à 3 c'est la difficulté en fait des ennemis, donc vous en avez 9 de niveau 2 à 3, là dans le scénario on dit qu'il faut que j'en prenne 2, donc voilà, je n'y retourne pas pour l'instant. Ensuite, vous allez avoir 6 tuiles qui sont numérotées de 4 à 5, donc beaucoup plus difficile, on dit qu'il en faut 2, j'en mets 2, et puis dans les gros scénarios, vous allez avoir des tuiles de niveau 6 jusqu'à 7, où là il y aura vraiment des très très gros dangers. Donc après, il suffit de les placer face cachée, en correspondance avec le scénario. Et puis bien sûr nos 2 héros qui vont s'affronter, donc chacun respectivement au départ dans son château. Juste avant de démarrer la partie, comme c'est un jeu de deck building, eh bien on va construire son deck de Might and Magic. Donc première chose, on va regarder si c'est une combattante ou une magicienne. Donc là, elle est plutôt combattante, c'est-à-dire qu'elle va avoir qu'un seul sort de magie, et si vous avez le chapeau, comme par exemple avec ce héros-là, vous allez avoir 2 sorts de magie. Le sort de magie, c'est toujours le même, c'est Magic Arrow. Alors, les cartes de magie, elles vont toujours se présenter de la même façon, donc vous avez 2 possibilités, soit utiliser la partie du haut, ou alors utiliser la partie du bas. La partie du bas, c'est pour donner de la puissance magique sur une autre carte. Donc comme vous pouvez jouer qu'une seule carte de magie par tour, si par exemple j'ai 2 Magic Arrow, je peux en utiliser une pour booster celle que je vais jouer juste avant. Et après, c'est assez simple à lire, en fait vous avez 3 effets. Si elle n'est pas chargée, donc si vous la jouez seule, elle va provoquer une blessure. Si vous l'avez chargée niveau 1, 2 blessures, niveau 2, 3 blessures. Donc on peut cumuler comme ça en fait des cartes de magie pour faire un sort surpuissant. Ensuite, les statistiques que vous avez ici vont déterminer le nombre de cartes d'attaque, de défense, de pouvoir et de connaissances que je vais récupérer. Alors ces cartes, elles ont 2 capacités, une capacité normale et la petite couronne, ça veut dire que vous pouvez déclencher la capacité plus puissante. Capacité normale, c'est que je vais rajouter un facteur d'attaque, et là je vais pouvoir en rajouter 2. Bien évidemment, on a envie d'en jouer plusieurs, mais ça va dépendre du niveau de compétence de votre héros.
Donc les niveaux de puissance sont ici, c'est l'expérience, et à chaque fois que vous franchissez un nouveau niveau avec des couronnes en plus, c'est-à-dire que dans un combat, vous allez pouvoir déclencher plusieurs fois l'effet super puissant. Alors les cartes, c'est toujours les mêmes, que ce soit les cartes d'attaque, donc soit +1, soit +2, les cartes de puissance, qui vont vous donner soit +1 pouvoir magique, soit +2 pour charger les sorts. La capacité connaissance, elle, va vous permettre de récupérer une carte, ou alors de récupérer une carte que vous avez déjà jouée, et en plus pouvoir lancer un sort magique en plus. Et après, la défense, c'est soit +1 défense, soit +2 en défense. Ensuite, votre héros a une capacité native, donc là en l'occurrence c'est le leadership. Alors ces cartes aussi, vous allez pouvoir les jouer soit en mode classique, soit en mode un peu plus évolué en fonction des compétences de votre héros, donc choisissez bien. Et puis vous avez vraiment pas mal de types de cartes qui vont à chaque fois apporter un peu de surprise dans la partie. Diplomatie, vous devez connaître, si vous avez joué à Heroes of Might and Magic, ça vous permet de récupérer en fait des créatures neutres pour les intégrer à votre armée, ça c'est vraiment très puissant. Alors suivant le scénario, vous pouvez rajouter des cartes d'artefacts directement dans vos decks de départ, sinon il faudra aller les retrouver sur la carte, donc c'est des objets magiques bien sûr que vous allez explorer. La couleur du cadre, ça donne sa rareté, c'est-à-dire que si vous avez un effet bleu c'est un mineur, rouge c'est un majeur, donc il va être plus puissant, et les violets sont des épiques. Et enfin, chaque héros a une spécialité, là en l'occurrence c'est spécialité Crusader, et ça vous donne 3 cartes qui vont être accessibles aussi suivant l'expérience. Niveau 1, vous commencez avec celle-ci, dès que vous avez réussi à être niveau 4, vous pouvez récupérer cette carte-là, et niveau 6, vous avez la carte la plus puissante. Carte magie, on en met une. Ensuite, ici, 2 cartes d'attaque, 2 cartes de défense, une carte de power et une carte de connaissance. Ensuite, le leadership qui va se rajouter ici, la spécialité qui va venir se rajouter, et peut-être un artefact qui va être ici. Donc ce qui va former votre deck de départ, donc vous mélangez toutes ces cartes ensemble, et puis vous regardez votre niveau d'expérience, qui va dire en général que vous avez 4 cartes à piocher. Donc on les mélange bien, voilà, on ne peut pas les reconnaître parce qu'elles ont toutes des dos différents, et puis vous piochez simplement 4 cartes pour votre main de départ. C'est la mission qui détermine en combien de tours vous allez pouvoir jouer votre partie, donc partie de démarrage en général 7 tours, partie un peu plus évoluée 10-12 tours, jusqu'à 16 tours. À chaque tour, vous avez soit un tour de ressources dans lequel vous allez récupérer l'income que vous avez, donc qui va évoluer en fonction des mines que vous allez pouvoir capturer, vous allez récupérer de l'or, des minerais et des cristaux, et il y a aussi un tour d'astrologie. Le tour d'astrologie, là par contre vous allez piocher une carte qui va rajouter un effet bonus, qui va être soit justement un bonus, soit quelque chose de négatif, mais pour rajouter comme ça un petit peu de sel à votre partie et faire que chaque partie soit différente. Première chose, faites attention à la taille de votre main. Là j'ai 4 cartes en main parce que je viens de commencer à jouer, donc tout va bien. Ma taille de main est limitée par l'expérience de mon personnage, ça va de 4, 5, 6 ou 7 cartes en main. Si jamais vous gagnez des cartes, eh bien vous les récupérez en main, donc en cours de partie, vous pouvez avoir plus que votre level maximum. Par contre, quand vous commencez à jouer, eh bien vous en repiochez pour avoir la valeur de 4 par exemple, et si jamais vous en avez trop, il faut en défausser. Quand c'est à moi de jouer, j'ai un certain nombre d'actions que je peux faire, donc c'est des actions qui sont illimitées, je pourrais les faire tant que je peux, et d'autres qui sont limitées. Les capacités limitées, c'est celles qui correspondent en fait au token que vous avez là. Premier token, vous pouvez acheter une carte de magie. Alors attention, parce que pour pouvoir avoir le droit de piocher des cartes magiques, il faut que votre guilde de mages soit construite. Là c'était le cas parce que le scénario me le disait. Si ce n'était pas le cas, il fallait que je paye 4 or, 2 pierres et 1 cristal. Une fois que c'est construit, eh bien j'ai un bonus directement, petit bonus de 2 cartes magiques, voilà. Ça c'est le symbole de l'éclair, ça veut dire quelque chose qui va se déclencher dès que vous jouez la carte. Et après le symbole ongoing, c'est-à-dire continu. Là, si je paye 6 pièces d'or, je peux piocher une carte magique. Donc je vais vous montrer comment on pioche les cartes. Donc quand vous allez piocher dans le jeu, vous avez la possibilité de piocher dans 3 paquets différents, donc en fonction de ce que vous faites. Donc là, nous, on va aller chercher de la magie. Vous allez aussi avoir les artefacts et vous allez aussi avoir les capacités. Quand on demande de piocher, vous avez toujours une carte qui est défaussée. Au début de la partie, vous mettez une carte face visible. Donc j'ai le choix de soit récupérer blind, je sais ce que je vais avoir, soit récupérer les 2 cartes du dessus et puis choisir en fait la carte qui ne va pas m'intéresser et en garder une en main. Attention parce que quand vous allez choisir une carte, par exemple la Fireball, celle-ci vient sur le dessus. Et si j'ai 2 cartes à piocher, je peux par exemple récupérer celle-ci qui est sur le dessus, ou alors continuer et aller chercher 2 nouvelles cartes et puis à nouveau choisir celle qui m'intéresse. Faites attention parce que l'adversaire lui aura accès à la carte qui ne va pas vous intéresser. Ça c'était l'utilisation de la magie. Je vous rappelle que là c'est un prototype. Dans la version finale, vous aurez un board qui permet de les noter plus facilement. Là je vais simplement enlever le jeton. Deuxième type de jeton, c'est pour pouvoir transformer une unité, de pouvoir recruter une unité
unité. Alors pour recruter une unité, premier prérequis, c'est d'avoir le bâtiment qui permet d'avoir l'unité de la valeur. Donc on a bronze, argent, or qui correspond. Donc là je peux construire n'importe quelle unité de type bronze. Donc là vous voyez que ça me donne accès uniquement au hallebardier. Et le hallebardier, pour le construire, il faut simplement une pièce. C'est vraiment le moins cher du jeu. Autre possibilité, c'est si vous avez votre citadelle de construite, vous avez la possibilité d'améliorer une unité que vous avez déjà construite. Alors les unités, elles ont une double face, une face classique avec le symbole d'amélioration. Donc là, il faut que je paye 8 pour l'améliorer. Et quand j'améliore, elle passe en louts. Voilà, donc là, vous avez le coût qui disparaît et vous avez des compétences qui sont bien meilleures. On va regarder justement l'utilisation des compétences. Donc la carte de créature, vous avez encore une fois son niveau, son type, c'est-à-dire qu'elle est volante, ground ou à distance. Ça, c'est le nombre d'attaques qu'elle fait, le nombre de points de vie, ce qu'elle peut encaisser, la sauvegarde, et ça c'est sa rapidité. Ensuite vous avez aussi souvent une petite compétence en dessous. On verra après dans le mode combat comment ça se passe. L'intérêt d'augmenter une unité, c'est bien sûr que vous allez gagner des compétences. Vous voyez ici on est à 2 de combat et 6 de rapidité, et si mes griffons sont en louts, là ils passent à 3 de combat et 9 de rapidité, c'est beaucoup plus intéressant. Autre avantage, on le verra en combat, c'est que quand vous perdez une unité louts, elle passe en mode few, donc c'est-à-dire normal, ce qui fait une sorte de deuxième unité à détruire. Donc là encore, je l'utilise qu'une seule fois, donc je peux soit construire une nouvelle unité, soit améliorer une unité, mais pas les deux dans le même tour. Troisième et dernière possibilité unique dans le tour, c'est d'utiliser mon jeton construction pour construire un de mes bâtiments. Donc là, c'est pas très clair, mais justement dans la version finale, je vous le remontre ici, vous avez vraiment le coût qui est présent, donc on n'a pas besoin de retourner la carte. Là, dans la version prototype, on est obligé de retourner la carte pour savoir que va faire le bâtiment et combien je dois payer pour le construire. Si je construis par exemple Brotherhood of the Sword, donc je dois payer 8 d'or, 4 de minerais et 0 de cristaux. Et ça me donnera accès à une nouvelle capacité qui va se déclencher peut-être tout de suite si on a le symbole d'éclair ou un peu plus tard dans la partie. Donc là ça me dit par exemple qu'à chaque début de tour de ressources, attention pas les tours d'astrologie mais que les tours de ressources, je vais gagner un token de morale, ce qui me permet de vous parler du moral. Alors voilà le jeton de morale, bien sûr comme tous les autres jetons, une fois que vous l'avez défaussé, eh bien il va falloir le regagner, donc vous pouvez le regagner soit en vous promenant sur la carte, soit avec justement des capacités spéciales. Ce jeton il vous permet 4 choses. Première chose, relancer un dé. Un résultat de dé ne vous plaît pas, simplement que ce soit un dé de ressources, un dé de combat, peu importe, vous le relancez. Autre possibilité directement, c'est de pouvoir piocher une carte. Donc ça c'est assez simple, vous le comprenez. Autre possibilité aussi, c'est que vous défaussez un nombre de cartes que vous désirez, donc par exemple 2 cartes, et ça vous permet de piocher aussi 2 cartes. Et puis quand on est dans un jeu de deck building, on peut aussi trier un petit peu son deck, parce que son deck, au fur et à mesure de la partie, vous allez récupérer des cartes. Peut-être que toutes les cartes ne vous plaisent pas, donc ce que vous pouvez faire, c'est défausser complètement une carte, c'est-à-dire que cette carte va être retirée de la partie. Donc par contre, attention, elle va dans la pile de défausse, et vous allez pouvoir repiocher une autre carte. Maintenant, on va regarder toutes les actions qui sont illimitées, donc que vous pouvez faire autant de fois que vous voulez, à condition d'avoir les ressources. Premièrement, en échange de 10 pièces, vous pouvez recruter votre héros secondaire, donc ça sera assez sympathique parce qu'il va pouvoir se balader sur la carte, aller capturer des mines, ou peut-être mener des combats pour vous, ou alors défendre votre château. Alors j'ai aussi les capacités d'utiliser une des cartes de ma main, donc autant de fois que je veux, tant qu'elle est utile, tant que j'ai les ressources. Attention, la limite c'est une carte magie par combat. La plupart des cartes vont être jouées pendant les combats, mais vous avez des cartes comme c'est typiquement Leadership qui va vous donner par exemple un token. Donc je peux utiliser mon token et puis après rejouer cette carte là pour récupérer mon token, repiocher des cartes et ainsi de suite. Tout en sachant que vous avez toujours cette limitation suivant votre expérience de jouer la capacité du haut ou la capacité du bas. Donc une des choses les plus importantes dans le jeu, c'est bien sûr de se déplacer sur la carte, d'explorer le monde. Donc chaque héros a 3 points de mouvement et chaque héros secondaire 2 points de mouvement. Pour un point de mouvement, tout simplement, je peux me déplacer sur un hexagone adjacent. Voilà, juste comme ceci. Donc les cartes de terrain, vous allez trouver beaucoup de choses. Vous allez trouver votre château de départ, vous allez trouver des zones neutres, donc ça c'est assez rare, des zones infranchissables, vous avez des gros traits jaunes. Sinon les traits pointillés, vous pouvez passer. Donc je peux faire par exemple, je commence ici, 1, 2, 3, si j'ai envie, je peux revenir où j'étais. Et puis vous avez aussi des ressources. Donc chaque fois les ressources, soit par exemple ici vous avez le symbole du dé de ressources, soit ici le symbole du dé de trésor. Donc quand je suis sur une tuile avec un trésor ou une ressource, je peux tout simplement décider de réclamer cette zone-là. Donc ça me consomme une action, mais c'est une action que je peux faire autant de fois que je veux, tant que je suis sur une case. Et puis je vais pouvoir lancer par exemple ce dé. Donc ce dé va me donner soit des cristaux, soit des ressources financières, soit des ressources minérales. Par contre, en le faisant, on vient mettre un cube neutre sur cette case-là, c'est-à-dire que cette case n'est plus utilisable, donc c'est le premier arrivé, premier servi, tout en sachant que dans les scénarios un petit peu plus évolués, vous allez avoir par exemple au 5e, 6e tour, la possibilité de retirer tous ces cubes neutres pour pouvoir retourner récupérer des ressources, mais attention, l'adversaire aussi peut récupérer aussi ses ressources.
Alors le dé de trésor, lui, quand vous le jetez, il va vous donner soit des ressources, donc vous jetez le dé vert qu'on vient juste de voir, soit un artefact, donc là vous allez piocher une carte d'artefact, toujours pareil, hein, vous choisissez soit celle qui est défaussée, soit de piocher parmi les deux du dessus, et aussi la capacité d'augmenter votre expérience sur votre personnage. J'en profite pour expliquer l'expérience, donc l'expérience vous démarrez niveau 1, et à chaque fois que vous gagnez un drapeau, vous progressez. Et vous voyez qu'il vous faut 2 drapeaux pour gagner un level complet et gagner les compétences qui vont bien. À chaque fois que vous allez être sur une case noire, donc vous allez rajouter une carte de capacité, donc les cartes de capacité, c'est par exemple une carte comme celle-ci, la carte Tactics, donc qui sont très importantes pour justement dynamiser le jeu. Vous allez aussi avoir la capacité de déclencher plus souvent les effets forts de vos cartes, vous allez augmenter la taille de votre main, et ainsi de suite. Et à chaque fois que vous êtes sur un niveau rouge, là par contre vous allez gagner votre carte spéciale, donc là ça va être les Crusaders pour elle. L'autre façon de gagner de l'expérience, c'est aussi à travers les combats, mais j'y reviendrai quand on sera en mode combat. Donc sur les tuiles, vous allez aussi trouver des chiffres romains. À chaque fois que vous rentrez sur une case avec un chiffre romain, vous allez déclencher un combat qui va être d'une difficulté correspondante au niveau. Niveau 1, c'est vraiment le plus facile, et si vous trouvez vraiment des tuiles exceptionnelles, vous pouvez aller avoir jusqu'à niveau 6 ou niveau 7. Niveau 7, ça va être l'Azure Dragon. Une des particularités pour le combat qui est extrêmement bien trouvée, c'est que si le niveau des ennemis est inférieur à votre niveau d'expérience, donc par exemple je suis expérience niveau 2, je rentre sur une case niveau 1, je gagne automatiquement le combat. Ça c'est vraiment super pour pouvoir gagner du temps dans la partie et puis ne pas avoir à faire des combats que vous allez gagner d'avance. Donc mes points de mouvement servent à bouger sur des cases adjacentes et bien sûr à découvrir en fait des zones. Donc à partir du moment où je borde un autre hexagone, je peux dépenser un point de mouvement pour avoir le droit de révéler cet hexagone. Par contre attention, je vais avoir le droit de le mettre sur le côté qui m'intéresse le plus, donc évidemment je vais essayer de récupérer des bonus hein, et pas me mettre des zones infranchissables ou des combats qui seraient un petit peu trop difficiles. Là par exemple je vais le mettre de ce côté là pour récupérer des ressources, mais il va me falloir encore un point de mouvement pour progresser. Donc si par exemple j'étais là, un mouvement je passe ici, 2 mouvements je révèle la tuile et 3 mouvements je peux arriver ici, et là je n'ai plus de mouvement, je peux plus bouger. Par contre je peux complètement revendiquer cette tuile et puis utiliser ses capacités pour piocher une carte magie. Là aussi c'est pareil, on va poser un cube neutre, ce qui fait que je ne pourrai plus le réutiliser au tour d'après. Alors sur la carte, on va toujours mettre des cubes neutres pour représenter les zones que j'ai déjà activées. Par contre, si je veux revendiquer une mine qui va me rajouter un income, parce qu'on a le petit symbole avec la flèche, et bien là par contre, je vais d'abord devoir faire un combat, et après si je réussis, je vais pouvoir mettre un cube bleu pour dire que cette mine m'appartient. L'adversaire va pouvoir venir plus tard dans la partie pour revendiquer aussi gratuitement cette mine, et bien sûr, là je vais avoir l'income qui va augmenter, donc je vais gagner 2 pierres de plus à chaque tour de ressources. Bon, le cube je l'ai posé, hein, mais il va d'abord falloir que je fasse un combat et je sais que vous mourrez d'envie de voir comment on fait un combat, donc on y va. Alors suivant le mode de difficulté que vous avez choisi, vous pouvez jouer soit en easy, normal, hard ou impossible si vraiment vous êtes un joueur expérimenté. Là on va jouer en normal, vous comparez ce niveau-là au niveau de l'ennemi que vous allez rencontrer. Là pour l'exemple, je vais prendre un level 3, donc level 3, je vais avoir 2 bronzes et 1 argent. Alors dans mon terrain de jeu, je peux agencer mes créatures comme je veux. Attention, je suis limité à 5 créatures maximum, donc si j'en ai 6, eh bien il faut faire des choix. Je peux pas forcément toutes les mettre dans le combat. Donc je vais mettre en première ligne Griffon, Halbardier, Croisé, et puis mes Marksmen qui vont être juste derrière pour pouvoir tirer, parce que eux, ils ont la capacité de tir. Donc je viens piocher 2 bronzes, donc on va avoir les Boars et les Halflings, donc là aussi eux ils sont de différents types. Les Halflings vont être une unité de tir et les Boars une unité de corps à corps. Ensuite en argent je vais piocher une momie, donc la momie elle c'est pareil, une unité de corps à corps. Donc l'adversaire qui ne joue pas, donc si par exemple je joue avec quelqu'un d'autre ou même si on joue tout seul, il y a des règles de placement, donc on va placer les unités de corps à corps en première ligne et l'unité de tir en deuxième ligne. Donc dans le combat, vous avez toujours un joueur attaquant et un joueur défenseur. Là, en l'occurrence, c'est moi qui initiais le combat, donc je suis le joueur attaquant, donc j'ai la priorité, mais on regarde malgré tout l'initiative. L'initiative, c'est ce que vous trouvez en bas, cette valeur ici. Donc là, comme mes griffons ont la plus grande valeur d'initiative, eh bien ils vont avoir la possibilité d'agir en premier. Donc pour agir en premier, tout simplement, ils peuvent se déplacer. Les unités volantes bougent de 3 cases et les unités classiques bougent de 1 case. Donc là, comme il faut que je sois au corps à corps, l'avantage c'est comme je vole, je peux aller directement attaquer en passant par-dessus les murs, si jamais il y avait des murs, ou par-dessus les unités. Donc je fais 1, 2 et 3. On va attaquer de façon orthogonale, donc pas en diagonale, mais je peux choisir de soit attaquer les Halflings, soit attaquer les Boars. Donc je regarde l'initiative, ça c'est important aussi, je regarde leur défense et je décide d'attaquer les Halflings en premier. Donc à chaque combat, je vais lancer le dé de combat qui va avoir soit 2 symboles plus 1, soit 2 symboles 0, soit 2 symboles moins 1. Donc là je lance,
plus 1, formidable. Donc on va regarder. Capacité de combat 3 plus 1, ça fait 4, que je compare par rapport à la défense, là il y a 0, donc ça veut dire que je ne viens pas appliquer de modificateur. Si par contre il y avait une défense de 1, j'aurais fait ma valeur moins celle-ci, donc c'est-à-dire que si par exemple ils avaient 1 en défense, j'aurais fait 4 moins 1, 3. On regarde le nombre de points de vie, ils ont 3 points de vie, donc là directement one shot les halflings. Ensuite, par ordre d'initiative, ce sont les boars qui vont agir en premier, parce que moi je n'ai pas de valeur 6, donc c'est d'abord à l'adversaire de jouer. Donc il va venir attaquer, et bien toujours pareil, en se déplacement, donc 1, 2 cases. Donc on peut faire des mouvements comme ça, par exemple 1, 2, je peux venir me placer là. Par contre, j'ai envie de venir plutôt embêter les halbardiers, et puis m'éloigner aussi des croisés. Et c'est pareil, on va faire le dé d'attaque. Plus 0, j'ai de la chance. Valeur d'attaque 2 plus 0, ça fait 2. Moins 1, ça fait 1. Et donc, je vais prendre une blessure sur mes halbardiers. Donc, pour tenir le compte dans la partie, vous avez des marqueurs de blessure, voilà, qui sont recto-verso. Donc, tout simplement, une blessure sur mes halbardiers. Ce qui vous permet de vous montrer une nouvelle règle, c'est qu'on peut contre-attaquer. Là, les halbardiers ne sont pas morts. Donc, ils ont la capacité, comme ils viennent de se faire attaquer par le boars, de faire une contre-attaque. Ça aurait été le cas aussi pour les ennemis. Mais comme les halflings ont été tués en un seul coup, eh bien, ils n'ont pas pu réattaquer le griffon. Par contre, le griffon, lui, aurait pu se prendre justement des attaques s'il n'avait pas réussi à tuer les halflings directement. Donc là, le halbardier va de ce coup jeter un dé, voilà, plus 1, c'est pas mal. 2 plus 1, 3. On vient enlever 0, donc on enlève 3 points de vie. Là aussi, par contre, il reste des points de vie, mais le boars étant à l'origine de l'attaque, il ne peut pas refaire une contre-attaque contre une contre-attaque. Donc pour marquer que cette unité d'halbardier a déjà fait une attaque, on va simplement mettre un petit cube dessus, ce qui évite que quand la momie arrive, eh bien les halbardiers puissent refaire une attaque dans le même tour et qu'ils attaquent différemment comme ça, infiniment. Donc maintenant on passe à l'initiative numéro 5, donc il y a deux unités qui ont l'initiative numéro 5, il y a le Crusader et la Mummy. Comme c'est moi qui ai le joueur attaquant, c'est moi qui ai l'initiative, donc je vais pouvoir jouer d'abord mes Crusaders. Par contre, on a toujours la possibilité de jouer des cartes combat, et j'ai une carte spéciale justement qui donne un bonus aux unités. Alors, celle-ci, je peux la jouer de deux façons différentes, soit avec le petit éclair, ça veut dire que ça va jouer directement. Je peux choisir une unité qui va gagner plus 1 en combat, ou choisir une unité qui va gagner plus 1 en défense. Et si je choisis les Crusaders, ça va doubler cet effet. Donc là, je vais être en mode full offensif, je vais choisir que je vais avoir 2 fois l'attaque en plus, donc plus 2 d'attaque pour mes Crusaders. Si j'ai envie, je peux jouer d'autres cartes. Je peux, si vraiment j'ai envie d'assurer le coup, jouer mon artefact qui va aussi me donner soit plus 1 en attaque, soit plus 1 en défense, donc on va jouer encore en attaque, donc ça fait déjà plus 3 d'attaque, et je peux même rajouter ma carte neutre avec soit aussi plus 1 en attaque, soit plus 2 si je n'ai pas encore dépensé ma capacité spéciale, et comme je n'ai pas encore joué de cartes niveau élevé, eh bien je peux maximiser l'attaque et jouer 3 cartes pour avoir le plus 2 ici en version maximum, ici le plus 2 en version doublée parce que ce sont les croisés, et l'artefact en plus pour faire un overkill, donc j'ai plus 2, plus 2, plus 1, ça fait plus 5, plus le dé, plus leur valeur. Le dé va me donner plus 1, donc ça fait déjà plus 6, donc je déplace mon unité, je viens sur le côté, 6 plus 3, ça fait 9, moins 1 pour la momie, donc ça passe à 8, et comme elle a que 4 points de vie, eh bien elle est directement one shot. Alors j'aurais pu peut-être utiliser un peu moins de ressources, moins de cartes, mais voilà, j'avais envie de la détruire. Chose importante, c'est que il n'y a qu'un seul round de combat, c'est-à-dire que quand je combats un adversaire neutre, c'est-à-dire les créatures que vous allez rencontrer dans la partie, si j'ai pas réussi en une seule phase de combat à détruire complètement les unités que j'ai en face, eh bien je vais perdre mon combat. Donc c'est pour ça que des fois, faut pas hésiter à jouer beaucoup de cartes, puis comme vous allez les repiocher dès que c'est à vous de jouer, et vous n'allez pas forcément faire beaucoup de combats, 1 ou 2 par tour, faut pas hésiter à jouer ces cartes. Après sur les unités, vous avez parfois des capacités spéciales, donc là je l'ai pas appliqué, mais normalement sur la momie, quand on attaque, eh bien on ne va pas appliquer le résultat du dé. Donc là normalement, j'aurais pas dû jeter le dé, là je vous l'ai fait pour l'exemple, pas que ce soit trop compliqué, mais notez bien que après en jouant, il y a des unités qui vont avoir des effets comme ça vraiment embêtants. Une autre possibilité que j'aurais pu avoir, c'est aussi de jouer mes cartes magie. Donc par contre, attention, on est limité à une seule carte magie par combat, par tour de combat. Donc là, par exemple, j'avais le choix soit de jouer Blind, soit Magic Arrow. Donc Magic Arrow, elle aurait mis une blessure, par exemple. Les blessures qui sont mises par la magie ne décomptent pas l'armure. C'est-à-dire que par exemple, si je tape quelque chose qui a 2 en armure, par exemple comme les Crusaders, eux ils ont 2 en armure, donc ils sont très durs à détruire en attaque comme ça, et bien les attaques magiques passent l'armure. Donc si par exemple je
booste ma carte en utilisant par exemple une autre carte de sort pour son effet magique, je booste de 1 en magie, et bien pour 1 en magie, je vais mettre directement 2 blessures qui vont passer par-dessus l'armure et qui peuvent peut-être achever les Crusaders ou peut-être directement les entamer pour pouvoir éviter une contre-attaque. J'en profite pour vous montrer le token de paralysie, voilà la méduse. Donc celui-ci, je vais le poser donc soit si c'est niveau 0 sur une unité bronze, ou alors argent, ou jusqu'à or si je l'ai boosté. Et ce token-là, quand je le mets sur une unité, l'unité n'a pas le droit d'agir tant qu'elle n'a pas été attaquée au moins une fois. Donc ça me permet de paralyser quelque chose qui va être très rapide. Par contre, attention, dès qu'elle va se faire attaquer par une unité, eh bien, on va retirer ce pion paralyse et elle va pouvoir refaire une attaque d'opportunité. Donc attention, ça peut être assez dangereux. Donc le combat n'est pas terminé parce qu'il reste les bords, donc il faut absolument que je réussisse à les détruire pour gagner ce combat. Donc je vais vous montrer justement comment on utilise les unités d'attaque à distance. Donc là, l'intérêt des unités d'attaque à distance, c'est qu'elles peuvent attaquer n'importe quelle unité qui est présente sur le terrain. Elle n'est pas obligée d'avoir, en fait, il n'y a pas de notion de ligne de vue, il n'y a pas de notion non plus de portée, donc je peux attaquer n'importe qui. Simplement la restriction, c'est que si ce n'est pas l'unité la plus proche de moi, eh bien je vais avoir un malus. Le malus, c'est que je vais jeter les 2 dés et je vais garder le plus mauvais résultat. Autre chose, c'est que si l'unité que je veux attaquer est adjacente à moi, c'est pareil, je vais avoir le malus. Là, ce n'est pas le cas. L'unité, elle n'est pas adjacente, parce qu'elle n'est pas adjacente orthogonalement, donc du coup, je vais faire mon tir, je vais prendre juste un dé, moins 1, pas de chance, on peut pas avoir que de la chance, donc ça fait 1. Heureusement, il n'a pas de défense. Donc il lui perd directement le point de vie qui lui reste, et puis de justesse, je viens de gagner ce combat. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu différentes unités, mais vous voyez, par exemple, vous avez le Wraith là qui va pouvoir récupérer des points de vie à chaque fois qu'il va s'activer. Là, vous pouvez ignorer des bonus, ignorer des actions de contre-attaque, par exemple, avec le vampire. Le Lich, très puissant quand il se passe en mode loud, parce qu'il va pouvoir attaquer en fait en dommage de zone, et puis vous voyez les grosses unités si on va chercher le Ghost Dragon, donc ça coûte très cher, 17 plus 1 cristal. Par contre, vous avez vraiment des capacités très fortes parce qu'il a 6 d'attaque, 10 points de vie, 3 de défense, 9 d'armure. Donc vous voyez comme ça, dans ces grosses unités-là, alors on va pas les jouer à toutes les parties, mais bon voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir bien encaisser. Et puis je vous rappelle que si vous avez une unité qui est sur la phase Louts, quand elle est détruite, eh bien elle va passer sur sa phase classique, elle va pouvoir continuer à jouer. Petite règle, je rentre dans les détails, c'est que si par exemple je lui ai mis 8 blessures et qu'il lui restait 4 points de vie, on le retourne et les 4 points de vie sont de nouveau réalloués à sa phase classique. Alors une dernière règle, c'est que quand vous attaquez la ville d'un adversaire, eh bien s'il a les bons bâtiments, il peut mettre en fait des tours de défense. Donc vous avez un portail et 2 remparts. Si jamais il a l'amélioration, il pourra remplacer un des remparts par une tour d'archer qui va vous donner la capacité aussi offensive. La porte, vous avez le droit de mettre une de vos unités dessus. Par contre, les murs seront infranchissables et il faudra qu'ils viennent faire en fait une attaque de combat. Alors, il n'y a pas de jet de dés, à partir du moment où vous déclenchez un combat contre un muret, eh bien, vous le détruisez, tout simplement, ça vous permettra de passer, mais ça permet comme ça au défenseur de représenter le fait qu'il est assiégé, qu'il est dans son château, qu'il a ses défenses, lui va avoir un bonus d'attaque, l'adversaire va avoir un malus d'attaque sur ses tirs à distance, donc voilà, ça représente ce petit bonus d'assiéger en fait la capitale. Comme je l'ai dit, on gagne de l'expérience dans les combats, donc en fonction de niveau des adversaires, si on est du même niveau, eh bien vous avez directement un point de gagné. Par contre, si le combat était à votre désavantage, c'est-à-dire que si l'adversaire était d'un niveau supérieur, eh bien vous allez gagner 2 niveaux d'un coup. Donc par exemple, gérez bien parce que c'est intéressant de pas forcément directement passer niveau 2, d'attendre de faire un combat contre des ennemis niveau 2 pour gagner directement, hop, 2 points, et puis en gagnant après un level, vous pouvez être directement niveau 3. Donc je vous rappelle qu'à chaque fois que vous franchissez un niveau, vous allez gagner soit une carte de compétence, donc toujours soit celle face visible, soit les 2 premières de la pioche, ou soit quand vous êtes niveau rouge, vous allez gagner les cartes qui correspondent à votre niveau de personnage. Et donc là en l'occurrence, même si j'ai plus de points de mouvement, et je peux quand même revendiquer cette mine là, le fait de revendiquer une mine, ça me donne directement un bonus de 2 ressources, donc je gagne 2 pierres, et en plus j'augmente mon income de 2, donc je passe à 4. Et quand ce sera un prochain tour de ressources, j'aurai directement 15 pièces, 4 pierres et un cristal pour l'instant.
Et voilà, le jeu n'est pas plus compliqué que ça, donc vous allez enchaîner les tours, tour d'astrologie, tour de ressources, et puis vous partez à l'exploration comme ça du monde. Donc je vous montre un petit peu les différentes tuiles. Donc bien sûr, vous avez des petits icônes, donc c'est assez facile. Quand vous avez un point d'interrogation, il suffit d'aller lire dans le livret de scénario, parce qu'il peut y avoir des tuiles qui diffèrent en fonction du scénario, mais vous avez vraiment ce côté aventure que moi j'ai vraiment apprécié dans le jeu. Et voilà, le jeu n'est pas plus compliqué que ça. Qu'est-ce que je vous ai pas expliqué? C'est le deck IA. Le deck IA, c'est si vous jouez tout seul, et bien vous piochez en fait des cartes qui vont générer les effets pour les monstres à la place d'un adversaire. Donc voilà, ça permet d'avoir comme ça un petit peu de peps et que les parties ne se ressemblent pas. Les différents modes de jeu, le mode campagne, moi je trouve un petit peu léger, mais sachez que là j'ai un prototype, donc les choses peuvent évoluer, ça je ne sais pas encore, j'ai pas eu l'information, mais on verra au fur et à mesure de la campagne. Et puis même c'est un Kickstarter, donc ça veut dire qu'au fur et à mesure des stretch goals qui sont débloqués, ça peut rajouter des scénarios, et etc. Là, pour l'instant, juste avec 3 scénarios, le mode campagne, je pense que vous allez le faire une fois, puis après vous y reviendrez plus. C'est pas grave, parce que le mode de jeu le plus classique, c'est ce qui, à mon avis, a le plus d'intérêt. C'est assez sympathique, moi j'ai bien aimé, parce que vous avez ce côté exploration. Donc vous partez avec votre personnage à l'aventure, vous avez des tuiles, on sait jamais forcément trop ce qu'il va y avoir dessus. Il peut y avoir des effets avec les combats. Les combats, quand ils sont trop simples, vous les passez directement, ça évite de perdre du temps, et ça dynamise vraiment le jeu. Ça, je trouve que c'est une excellente idée, c'est tout bête, mais vous gagnez 1 heure de jeu facile. Là, j'ai dans cette version prototype que les tuiles à l'ancienne. Les nouvelles tuiles vont vraiment vous apporter un gameplay beaucoup plus agréable, donc c'est très très bien. Je vous rappelle que c'est un prototype qui est fait en partenariat avec Archon Studio, donc les choses vont pouvoir évoluer. Si le jeu vous intéresse, eh bien rendez-vous mardi 22 sur Twitch. Le soir à 21 h, je ferai une partie avec l'ami Poulpi et peut-être quelqu'un d'autre, on verra. Mais en tout cas, ça vous permettra comme ça de voir une partie complète, sentir un peu les sensations de jeu, voir si ça peut vous plaire ou pas. Si ça vous plaît, eh bien, le Kickstarter commence le 15 et se termine le 6 décembre. Vous avez un lien IGTV qui est tagué, comme ça, si vous cliquez sur ce lien, Archon Studio saura que vous venez de ma part, et ça fait toujours plaisir. Si vous voulez soutenir la chaîne, eh bien, toujours des petits likes, des petits commentaires, ça fait super plaisir. Et vraiment, si vous voulez soutenir dans le long terme la chaîne, il y a Tipeee, le soutien financier, voilà, ça me permet moi de continuer, de vous proposer ce type de jeu là et de proposer en fait des choses qu'on va pas forcément voir sur d'autres chaînes. Donc n'hésitez pas. Encore merci à vous tous qui m'aidez, merci à Archon Studio de m'avoir donné ce prototype pour vous le faire jouer, et puis à bientôt, rendez-vous en live. Allez, à bientôt, salut à tous.